Changement de décor pour ce cours. Voilà, je suis déconfiné, donc j'ai un peu changé de lieu. Et je vais quand même poursuivre le cours sur l'État, avec le grand 2, le marxisme, l'État comme instrument de domination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, jusqu'à maintenant, on a étudié soit les sociétés qui disaient que, enfin, qui se protégeaient de l'État, soit avec Max Weber l'idée que l'État tel qu'on le connaît, c'est-à-dire moderne, dirigé par la loi et la raison, était une évolution comment dire, historique qui allait vers plus de centralisation, plus de rationalisation, une séparation de la sphère privée et de tout ce qui relève du public et de la vie en société, qu'on délègue à des institutions. Bon, donc tout cela nous paraîtrait assez normal, et il est vrai que la vie sous forme de l'État moderne, c'est celle que nous connaissons et que nous envisageons comme normale et processus historique. Bon. Marx, évidemment, vous connaissez un peu, hein, soit parce qu'en ES vous l'avez déjà fait, soit parce qu'on en a déjà parlé en philo, soit parce que vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à la politique en bien ou en mal. Il y a l'histoire aussi. Donc Marx, vous savez, penseur du 19e, c'est lui qui a comment dire, donné ses bases idéologiques avec d'autres, hein, au socialisme et au communisme tel qu'on les a connus par la suite, hein, au 19e et au 20e siècle, et qui est un grand penseur de l'économie de son temps, de l'histoire de son temps et de la politique de son temps. Alors, Marx, on avait déjà vu dans un autre cours, je pense, oui, sur le déterminisme et la liberté, puisqu'il nous disait qu'il y avait ce qu'on appelle le matérialisme historique, c'est-à-dire l'idée que la matière, le monde réel, va déterminer ce que vont être les structures, comment dire, pas spirituelles, mais idéales de la vie en société. Je veux dire par là que chez lui, les conditions de la production économique, hein, comment on produit des biens, vont déterminer la structure politique, par exemple, du pays. Enfin, du pays et même du monde en général, si on prend l'Occident par exemple, à son époque. Eh bien, pour Marx, il y a une espèce de déterminisme économique qui fait que la façon dont on produit va se répercuter sur l'organisation générale de la société. Évidence, à son époque, la société se sépare pour lui en deux classes principales qui sont ceux qui possèdent le capital, donc les bourgeois qui investissent dans les grandes usines notamment, et ceux qui ne possèdent que leur force de travail. Vous savez, on appelle ça les prolétaires, vous l'avez vu en histoire, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ces usines et qui n'ont pas, qui ne possèdent pas le moyen ce qui leur permet de fabriquer de la marchandise. Ils ne possèdent pas les machines, ils ne possèdent pas l'usine, ce sont d'autres qui les possèdent. Eh bien, qui a le pouvoir dans l'entreprise? Ce sont les bourgeois, les patrons, les gens qui possèdent le capital, alors que qui fait le boulot principalement les ouvriers. Bon. Et dans la société, pour Marx, il y a une suite logique, c'est que le pouvoir est aussi aux bourgeois, et les prolétaires sont des dominés, donc il y a des dominants et des dominés, comme à l'usine, et l'État, qui aurait l'air d'être quelque chose qui permet de, je pense au S, là on a fait le contrat social, l'État c'est ce qui permettrait d'éviter justement qu'on soit dans une situation d'injustice et que les plus faibles subissent les plus forts. Et bien pour Marx, l'État c'est ni plus ni moins qu'un instrument, donc quelque chose dont se servent les classes dominantes pour continuer à opprimer les classes prolétaires. Voilà. Donc l'État, il va le montrer, hein, l'État reproduit, entre guillemets, ou consolide la puissance bourgeoise sur le prolétaire. Donc il ne faut pas attendre, par exemple, de l'État qui défende les droits des plus faibles ou qui change le système. L'État va faire partie de ce qui maintient le système en place. La police va être là pour assurer l'ordre bourgeois, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des révoltes, notamment ouvrières. Et c'est vrai qu'on se rend compte au cours du 19e siècle que, en France notamment, que l'État a souvent été du côté des bourgeois, des patrons, a tenu peu compte des révoltes populaires,
et quand il était plutôt de leur côté, il restait bourgeois. Bon. Il y a quelque chose d'important, c'est de se rendre compte à quel point dans nos États modernes, les gens qui sont au pouvoir, donc les députés, les ministres et compagnie, sont issus de la classe bourgeoise. Bon. C'est pour ça que dans le deuxième point, ce deuxièmement, il y a cette fameuse notion d'idéologie où on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'État démocratique. Bon. L'idéologie, je rappelle une définition, vous l'avez peut-être vu en histoire, c'est un ensemble d'idées, de représentations qui visent à rendre légitime une pratique ou une situation en masquant la réalité des rapports de domination. C'est une définition marxiste, voilà, qui dit il y a une domination dans la société, elle est évidente, à l'usine notamment. Cependant, on va légitimer ça par un certain nombre d'idées. Voilà, on va faire bosser les philosophes, qui sont eux aussi souvent des bourgeois, pour rendre légitime quelque chose. Il y a des exemples là qui sont intéressants, parce qu'il n'y a pas que l'usine, les ouvriers et les patrons dans la vie, il y a aussi des choses plus globales. L'idéologie coloniale, vous savez, c'est l'idée que on pourrait voir la colonisation comme la domination de l'Occident sur les pays du Sud. Bon, eh bien certains vont la légitimer en disant que, on en a déjà un peu parlé dans le chapitre culture, que dans le Sud vivent des gens qui sont arriérés ou primitifs et que la société française, anglaise, allemande va à leur rencontre pour moderniser leur société. Voilà une idéologie coloniale qui fait que des gens comme Jules Ferry, vous savez, l'un des pères de l'école pour tous en France, va justifier, y compris avec le racisme, la colonisation de l'Afrique. L'idéologie méritocratique, je précise quand même ce que ça veut dire, ce serait l'idée, vous savez, on en a déjà parlé, que à l'école, en France, aux États-Unis ou ailleurs, celui qui veut arriver à une situation bien meilleure que celle de ses parents peut y arriver en se donnant les moyens. Donc celui qui mérite va être récompensé. Voilà. Les bonnes notes, c'est pour ceux qui travaillent et qui méritent. Si vous avez lu ou étudié Bourdieu, ou si vous regardez les chiffres des élèves dans les grandes écoles, vous savez très bien que c'est plus compliqué que ça. Le petit Charles-Henri, je ne veux pas faire de discrimination, le petit Charles-Henri qui est né dans un milieu très cultivé et très bourgeois a beaucoup plus de chances d'avoir des bonnes notes dans son école que la petite Samia qui est née dans un milieu avec une famille nombreuse, dans un milieu plus pauvre. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, et à l'école, ce qu'on demande, c'est favoriser pour les personnes plus aisées, on va dire. Bon. Troisième idéologie, la distinction entre les hommes et les femmes qui serait naturelle. On a déjà eu 1000 fois le débat. C'est quelque chose qui est remis en cause, notamment par les théories du genre actuellement. Voilà. Est-ce que les filles sont gentilles par nature ? Est-ce que les filles sont maternelles par nature ? Est-ce que les garçons sont puissants par nature ? C'est quelque chose qui a été remis en cause par les sociologues et les anthropologues qui disent non, si vous regardez des sociétés où on éduque les filles et les garçons différemment, vous aurez des garçons très doux et des filles très dures, vous aurez des filles qui se passent. On pourrait avoir un monde où les filles seraient toutes dans les écoles d'ingénieurs et de sciences, et les garçons il y aurait une majorité d'infirmiers. Donc voilà, tout ce qu'on dit naturel est en fait une construction sociale. Donc voilà ce qu'est une idéologie. Et pour Marx, j'en viens là c'était un peu de la culture G, mais pour Marx, il y a une idéologie démocratique, c'est-à-dire que le fait que l'État soit au service des bourgeois, c'est quelque chose qui est masqué par la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on nous dit, voyez, nous sommes en démocratie, vous avez le droit de décider de qui vous représente, tous, peut-être qu'à l'époque de Marx ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est le cas, le suffrage est universel, donc toutes les personnes majeures, citoyennes d'un pays peuvent décider de qui va les diriger. Il n'empêche que quand on regarde la structure d'une assemblée comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, on va se rendre compte que la majorité des députés et des sénateurs sont issus des classes dites dominantes. Donc ça ne va pas être que des patrons d'usine, mais il va y avoir un certain nombre de gens particulièrement diplômés, de milieux aisés ou du moins culturellement élevés, et donc on n'a pas exactement la même structuration que dans la société. Il y a plus d'hommes que de femmes, il y a plus de blancs que de noirs ou de rebeux, donc voilà. Il y aurait une idéologie de la démocratie qui ferait passer la pilule, entre guillemets, en faisant croire aux dominés qui sont représentés, alors que c'est pas vraiment le cas. Voilà.
et que les décisions de l'État sont souvent en faveur du monde bourgeois. Bon. J'en viens au 2.3, la société sans État. Oui, Marx, en fait, c'est très simple, mais ça vous l'avez peut-être fait en histoire déjà. Marx, il a une idée, c'est qu'il y a une société où l'État est l'instrument des bourgeois. Bon, si c'est un instrument, rien n'empêche de s'en servir pour autre chose. Donc le but, ce serait qu'il y ait une révolution des prolétaires qui s'emparent du pouvoir de l'État, et il y aurait ce qu'il appelle, ce que vous avez sûrement fait en histoire, la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'idée que les prolétaires prennent tous les instruments de l'État, s'en servent pour retourner la machine, bon, et puis il va y avoir des soucis dans le marxisme, c'est comment on fait ça pour éviter d'être injuste, puisque si on se met à avoir cette domination-là, il ne faut pas qu'on reproduise des injustices ou des inégalités. Bon. Et donc c'est pour ça qu'il y a une dernière phase chez Marx, c'est l'idée qu'on pourrait arriver petit à petit à une société sans État, parce qu'une société sans classe. Donc il n'y aurait plus de bourgeois, plus de prolétaires, ce serait plus comme ça que la société serait organisée, et il n'y aurait plus besoin de l'État, cet instrument qui était là pour la domination d'une classe sur une autre. Donc voilà, je termine le chapitre, 11 minutes c'est pas mal, je termine le chapitre sur les anarchistes. Alors oui, les années précédentes j'avais fait des sondages pour voir ce que vous pensiez de l'anarchisme et de l'anarchie. En général on en sait peu de choses, on pense que c'est des gens qui veulent qu'on abolisse tout et qu'il y ait plus ou moins le chaos sur Terre. Je vous avais dit que mon prof de philo, quand j'étais en terme, m'avait dit vous savez, monsieur Périnet, je regardais l'inspecteur d'Éric, bon, c'est un sacré déconneur, mon prof de philo, et dans l'inspecteur d'Éric, il y avait cette phrase, donc il citait l'inspecteur d'Éric, vous voyez, l'anarchie, c'est le royaume des meurtriers. Bon. Ben, l'anarchie, je ne suis pas d'accord avec mon prof de philo, c'est pas exactement le synonyme de l'anarchisme. L'anarchisme, cette vision politique défendue notamment par Bakounine, il y a un extrait dans le chapitre, nous dit que oui, il faut se passer de pouvoir. An, c'est le préfixe qui est supprimé. Archi, c'est le pouvoir, enfin la structure, on va dire. Il faut se passer d'une structure de pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'on souhaite le chaos et le royaume des meurtriers. Ça veut juste dire qu'en gros, ils veulent cette société sans État, organisée différemment, sauf qu'ils ne veulent pas passer par l'étape dictature du prolétariat. Donc le petit texte explique ça. Nous ne voulons pas de conventions, d'assemblées, de choses pour faire une transition entre révolution et nouvelle société. Nous voulons directement abattre les structures de l'État et nous organiser par nous-mêmes. Bon. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur le cours sur l'État. Voilà, il aurait fallu qu'on poursuive évidemment ce genre de cours par un débat. Ça ne va pas être le cas. Mais voilà, vous savez que je vous ai mis un petit QCM, donc, qui est vraiment pas dur, mais qui montre au moins que vous avez lu. Donc je vous laisse faire le QCM, je ne sais plus à quelle date il est. Et puis, moi pendant ça, je vais continuer de repeindre le plafond.